Dans cet épisode de Au pas de tir, l'avocat des victimes de Portapique n'est pas impressionné par le rapport de la commission. To be honest, I think that's one of the weakest points in the report. La Saskatchewan protège les propriétaires d'armes à feu légaux. I declare the motion carried. Et on regarde Rod cuire du bacon. Encore une fois, ça dit, tu t'es surpassé. Écoute, ça a l'air de bien fonctionner ce type d'intro-là, fait qu'on va continuer avec ça jusqu'à temps qu'on stanne ou qu'on trouve quelque chose de mieux. Hein? Sonic, on peut-tu faire une pause déjà? Parce que là, j'ai le goût d'aller manger du bacon. Ouais. On pourrait, écoute, si tu veux aller essayer sa méthode, là, le petit vidéo, il dure pas longtemps. Est-ce que vous l'avez essayé, sa méthode? Hein? Ça a paru là, sur le fil Twitter, je pense, de Tracy Wilson. Je suis allé voir ça, je trouvais ça drôle, je l'ai essayé. Mais vous, est-ce que vous avez essayé ça? Non, pas essayé ça du tout. Non, Écoute, j'avais pas vu de vidéo, j'avais pas vu ça, cette vidéo-là. Je vais aller regarder ça. C'est certain. Chacun sa technique, hein? Exact. C'est une technique. Tu l'as essayé, toi, Luc, ou pas, pantoute? Non. Moi, j'ai pas vraiment cette technique-là pour cuire le bacon. Ben écoute, moi, quand je l'ai vu, j'ai eu la même idée que toi. J'ai dit, hey, ça me donne le goût de manger du bacon. Puis, je l'ai essayé. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, normalement, j'achète toujours du gros bacon coupé épais. Cette fois-ci, j'avais juste du bacon tranché mince. Puis, tu sais, le problème quand tu le fais dans une poêle, c'est qu'il faut toujours que tu aies tes espaces, puis que, tu sais, là, tes flips de bord d'un bord à l'autre. Je sais pas si sa technique fait du meilleur bacon, mais la cuisson a été beaucoup plus facile. J'ai pas eu à me casser la tête. Tu mets ça tout dans une poêle, puis tu mélanges ça jusqu'à temps que ça soit cuit. Là, puis, écoute, beaucoup plus facile au minimum que de le faire dans la poêle. Ça doit être légèrement plus gras, par contre, hein? Ouais, honnêtement, non, pas tant que ça. Non? En tout cas, moi, je le mets sur un Scott Tyrwell après, fait que ça te permet d'enlever le gras additionnel. Mais j'imagine que oui, là, si tu laisseras ça là-dedans. Ça, c'est l'étape numéro 2 qu'on n'a pas vue dans la vidéo. Là. Ben, pas dans cette vidéo-là, mais je pense dans l'autre, il le fait. Là. Fait en tout cas, je vais mettre le lien dans la description. Vous irez voir ça. C'est pas trop long. C'est un vieux vidéo en passant, puis je vais mettre le lien direct sur la vidéo de l'organisation. Du bacon, ça se démode pas, ça dit, on est correct. Exactement, ça va rester jusqu'à la fin des temps, le bacon. Écoutez, même les vegans font du bacon vegan à cette heure, je pense. Fait que... À base de ça. Ouais, mais ça goûte bizarre. Ouais, ça goûte bizarre. Ça goûte pas le bacon. Non. Ça goûte pas le bacon, ça goûte différent, on va dire. Ben, je pense qu'on n'a pas besoin d'introduction. Je pense que ça a quand même super bien commencé. Je vais vous dire encore une fois à tous ceux qui nous regardent ce soir ou aujourd'hui, peu importe quand est-ce que vous regardez ça, si vous aimez notre podcast, faites un petit like and subscribe, laissez-nous des commentaires, dites-nous si on fait une bonne job ou non. Et puis, on espère que vous appréciez, on fait ça pour vous autres. Fait que quand vous vous inscrivez, quand vous laissez un commentaire, ben, on sait que vous appréciez ce qu'on fait, puis ça nous permet de dire que l'effort qu'on met, même si on a juste 80, 100 views, qu'il y a des gens qui regardent ça et qui trouvent ça intéressant. Donc, on va y aller avec les nouvelles de la semaine. Là, ça fait 2 semaines à peu près qu'on n'a pas fait de podcast. Là. On rentre dans la 2e semaine. Évidemment, un petit rappel. La compétition de pigeons d'argile qui va se passer au club de tir Le Pionnier le 10 juin. Luc, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, rapidement, là, sans s'étirer trop là-dessus. Non, ben c'est ça, comme dit, grosse compétition de pigeons d'argile, comme samedi le 10 juin au club de tir Pionnier. Il va y avoir beaucoup de prix de présence. Il va y avoir des bourses aussi qui vont être remises selon la méthode Lewis. Donc, c'est pas juste le premier qui va avoir une bourse. Plusieurs personnes vont en avoir. Il y a beaucoup de partenaires. Et quand je dis beaucoup, là, c'est vraiment impressionnant la liste. Vous allez voir, la liste va sortir sur les réseaux sociaux qui supportent l'organisation, qui supportent la journée. Et tous ces partenaires-là ont donné un petit quelque chose. Des fois même, le petit quelque chose est très impressionnant. Là, les prix vous seront dévoilés à la journée même. Puis, la liste est complètement folle. C'est une journée à ne pas manquer, Luc. Là. Finalement, 10 juin, il faut que tu sois au club de tir à l'Assomption. Est-ce qu'il reste encore des places? C'est ça. Si tu es un tireur de pigeons d'argile, puis tout ça, tu vas avoir une petite compétition
Oui, il va y avoir sûrement du monde là-bas, on ne se le cachera pas, là, qui vont là pour gagner. Il y en a beaucoup qui vont aller pour s'amuser. OK? Ça coûte 100 par contre. OK? Il y en a qui ont dit oui, c'est beaucoup 100 mais les munitions sont incluses, il y a des prix de présence, le dîner barbecue est inclus, il y a une centaine de places de disponibles. Par contre, il y en a environ 60% qui est déjà justement réservé. Si on veut réserver, il faut appeler au club de tir directement. OK? Je vais C'est une essayer de mettre journée vraiment l'annonce. complètement fou. Je vais mettre la publication Facebook, là, je vais la mettre rapidement sur l'écran. Fait que Ça va être parfait. Fait que, comme je on- dis, c'est vraiment une journée, là, c'est comme si on aime ça, les pigeons d'argile, compétition, et que tous les profits, OK, de la journée sont remis, OK, au Ça, c'est important. CCFR dans le fonds juridique. OK? Mm. Fait que oui, il y a une compétition, mais si vous voulez venir faire un tour aussi, là, puis aller manger des hot dogs, bien, vous achetez des hot dogs, une chip, un liqueur, une bouteille d'eau, et tous les profits de la journée s'en vont directement au fonds juridique. OK? Fait que c'est pas juste la compétition. Oui, il y a une compétition, mais si vous voulez venir faire un tour, là, venez faire un tour. Il va y avoir la boutique du CFR qui va être là. Il va y avoir des agents de terrain. Il va y avoir quelques articles promotionnels également que vous allez pouvoir acheter, devenir membre du CCFR. Et je vous dis, c'est pour le fonds juridique. OK? Fait que c'est vraiment une belle journée. Comme je dis, c'est le samedi 10 juin. Si jamais il pleut, ben c'est remis au 11, tout simplement. T'es sûr de ça? Fait Moi, que, je me semble que on m'avait dit que non, c'était Ça avait lieu pareil. ouais, c'était 10 jours, ah, beau temps, mauvais temps. OK. Ben oui, regardez, merci de me corriger, là. Je viens de regarder, là, parce que là, je l'ai en avant de moi, c'est vraiment marqué. Le tournoi aura lieu, beau temps ou mauvais temps. Ouais, C'était une erreur de ma part, je c'est me correct. reprends. Pas de trouble, amenez votre imperméable, c'est juste ça que ça veut dire. Exactement. Puis je le mentionne, tu as mentionné des donations là, à la CCFR pour leur fonds juridique. Là. Si jamais vous voulez faire un don directement sans passer par le tournoi, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez le faire directement sur le site de la CCFR. Quand il y a des kiosques de la CCFR dans des événements, généralement, les gens sont équipés aussi pour prendre des dons. Donc, n'ayez pas peur de faire un don directement, soit par Internet ou à la table, là, où est-ce qu'il y a un événement, où est-ce que la CCFR est présente, là, ils sont prêts à prendre des dons directement. Tu as mentionné, puis là, je finissais avec ça, mais on va revenir là-dessus là, sur les audiences à la Cour fédérale de la CCFR. C'est pas notre sujet principal de la journée. Là. Notre sujet principal, c'est la grosse controverse sur le nettoyage et la maintenance des armes à feu. Là. C'est quoi que ça veut dire tout ça? On va juste en discuter rapidement. On va pas dire qu'il y a une méthode prescrite pour le faire. Mais avant d'arriver à ça, puis avant de parler des audiences de la CCFR, parce qu'on veut quand même passer un petit peu de temps sur cette nouvelle-là, parce que c'est quand même une nouvelle très importante là, qui est en cours présentement. Là. Mais avant ça, on va aller justement un petit peu sur un retour sur ce qu'on a parlé la semaine passée, qui est encore une fois dans les nouvelles de la semaine. Le rapport des commissions des pertes massives. Il y a l'avocat Michel P. Scott, qui représente les victimes. Ben, pas toute la totalité des victimes, mais une partie des victimes de la tuerie qui a eu lieu à Portapique en Nouvelle-Écosse. Comme vous avez pu voir dans la petite vidéo d'introduction, il est un petit peu déçu du rapport. Il trouve qu'on passe beaucoup trop de temps à parler des armes à feu légales et pas assez de temps à parler sur les causes sous-jacentes de la société. Un petit peu notre discours, dans le fond, qu'on a depuis, depuis le début de Au pas de tir. Il parle qu'il y a beaucoup trop de trafic d'armes à feu, que c'est des armes à feu illégales. Il parle justement du fait que les armes à feu qui avaient été utilisées dans la tuerie, c'était des armes à feu que la personne détenait illégalement. Il y en avait une qui avait reçu, je crois, en legs, à cause qu'il y avait un ami qui était décédé puis il l'avait reçu de cette manière-là. On va revenir là-dessus rapidement. Et il a mentionné justement dans un des articles, et je vais mettre le lien à la vidéo et à l'article de la CBC directement aussi, puis un petit peu plus bas dans la description, là, vous pouvez aller voir pour ça, pour vous-même. L'interview est en anglais, mais l'article de la CBC, je l'ai trouvé en français, donc vous pourrez le lire par vous-même si ça vous tente. Il mentionne qu'encore une fois que le Canada partage une frontière quand même assez grosse avec les États-Unis. Hein. Il a parlé, lui, du Maine avec le Nouveau-Brunswick, mais j'ai regardé un petit peu rapidement parce que je ne suis pas familier avec tous les États aux États-Unis, mais proche du Québec et du Nouveau-Brunswick, on a le Vermont, on a le New Hampshire, on a le New York, on a le Maine évidemment aussi. C'est loin, c'est gros, il y a une grosse frontière. J'ai une autre petite chose à dire là-dessus, mais je vais vous laisser parler. Est-ce que vous avez un petit peu
vu cette nouvelle-là passer? Avez-vous des commentaires là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette sortie publique-là de cet avocat des victimes? Ben, moi, je trouve que il n'y a pas tort. Je pense que les vraies choses doivent être dites aussi en ce sens-là. C'est sûr que là, il se fait prendre en grippe par les lobbies anti-armes, là, pour ne pas nommer Police se souvient, qui sont sortis sur Twitter, là, outrés complètement là, de voir là, qu'il était à côté de la plaque en sortant de cette façon-là. Puis force est de constater qu'ils ont effectivement mis tous les efforts sur les armes légales, le bannissement des armes, et ainsi de suite. On ne peut pas parler, on ne peut parler de l'avant d'intervention, de comment on aurait pu informer le public de, euh, de cette personne-là là, qui errait dans les rues déguisée en policier avec une arme à feu. Je veux dire, on a les alertes Amber, on aurait pu recevoir des alertes, il aurait pu recevoir des alertes par texto, à la télé, à la radio, bref. On ne s'est pas attardé aux solutions, en fait, à ce qui pourrait, d'un, prévenir et de deux, s'assurer que ça ne se reproduise plus. Donc, je pense que M. Scott a vraiment pas tort là, dans tout ça. Là. Donc, Effectivement, comme je le dis, c'est quelque chose là, que, de toute façon, on s'y attendait là, de ce rapport-là. On n'a pas vraiment été surpris du rapport. Par contre, jamais des personnes qui se lèvent comme ça pour le dénoncer, ben, ça va en prendre beaucoup plus. c'est un C'est copier-coller de G4, de G46, en fait, là, qui a Oui, été l'amendement G4. Oui. G4 ou là, j'ai mélangé les deux. Mais, Là. en fait, ils ont, dans le fond, ils ont pris exactement ce qui est dans la loi C21 et oui, les amendements G4 qui spécifiquement parlaient là, de bannir les armes semi-automatiques. Avec C'est ça. C'est ça. ils ont quasiment pris verbatim, et c'est ça qu'on disait dans le podcast précédent, verbatim, ce qui était écrit dans la loi C21, ils l'ont inclus. Dans le fond, ce que le rapport, malheureusement, puis je pense que c'est ça mon commentaire à la base, c'est que le rapport n'a pas vraiment rien, n'a pas émis de conclusion elle-même. Elle a juste pris des conclusions des différentes organisations, puis elle a pas fait, elle a juste dit, ben, on devrait faire ça, on devrait faire ça, puis les autres nous ont proposé ça, on devrait le faire. Mais ils n'ont pas vraiment posé la question à savoir, c'est-tu vraiment ça qui réglerait le problème? Donc, les autres, ils ont juste vu le gouvernement libéral leur donner, ben, voici ce qu'on veut faire avec C21, et voici ce qu'on devrait placer dans le rapport, parce que c'est ça que le gouvernement... Finalement, c'était un sous CQ meeting, dans le fond. Là. Quasiment, parce que là, Oui. dans le fond, c'est une justification qui va servir au gouvernement libéral Pour si jamais ils appuyer. veulent remettre. Exactement. Ils vont dire, ah, ben, le gouvernement libéral nous a donné une suggestion qui est dans le rapport, puis là, le gouvernement libéral va se retourner de bord et dire, ben, vous voyez, notre loi est basée sur une suggestion dans le rapport. Ouais, mais c'est vous qui avez donné la puce à l'oreille au rapport d'écrire ça dedans. Un rapport biaisé sur une seule situation qui s'est produite, puis bon. Référence circulaire, dans le fond. C'est une référence Ouais. circulaire. Là. C'est comme Ouais. s'il y avait deux Exact. articles de nouvelles qui se référençaient un à l'autre pour dire que c'est ça qui s'est passé. C'est complètement, on l'avait dit dans les podcasts, c'est quasiment une insulte, si on veut, là, aux victimes, parce que ça ignore complètement la vérité de ce qui s'est passé dans cette tragédie-là, malheureusement. Et puis, Sophie t'a vendu un petit peu, pas que t'as vendu mon punch, mais c'est là que j'allais amener moi aussi. Là, j'avais vu dernièrement passer que Police se souvient, pour ne pas les nommer, il avait sorti contre cet avocat-là, hein, en disant là, littéralement qu'il utilisait les arguments du lobby des armes à feu, puis que dans le fond, il faisait comme si toutes les tueries de masse se déroulaient exactement de la même façon, etc. Je vais avoir un petit overlay de ça que je vais mettre justement à l'écran. Et puis, je trouve ça drôle quand même parce que, tu sais, ils ont été très fâchés quand on parle contre eux puis de leurs expériences, mais c'est correct pour eux de dénigrer, si on veut, l'expérience des victimes C'est ça. de cette tuerie-là. Si on se popie, et c'est exactement la réflexion que j'ai eue lorsqu'ils ont sorti leur tweet, là, puis ben malheureusement, puisque je travaille dans la vie et tout ça, j'ai pas juste ça à faire, m'obstiner avec eux, mais c'est exactement, je me suis mis dans la place, ben, pas dans la place, mais je me suis dit, mettons-nous dans leur place en 1989, à ce moment-là, si on avait
biaiser comme ça le rapport ou quoi que ce soit, ben, bien que le rapport là, qui est sorti de Polytechnique ne fait pas plus leur affaire, là, parce que il y a des choses dans le rapport qui disent qu'évidemment, c'était pas l'arme le problème, mais bien l'intervention policière, les délais, et ainsi de suite. Donc, mais là, de voir que ça se répète encore, puis qu'on, tu sais, on met pas l'emphase sur la problématique, mais plus l'emphase sur une guerre politique pure et simple. Je trouve ça bizarre qu'ils réagissent de cette façon-là. Mais je trouve ça, je trouve ça injuste qu'ils soient déçus parce qu'au contraire, ils devraient être avec les victimes de dire, voyons donc, tu sais, les victimes n'ont pas eu réponse à leurs questions, les victimes n'ont pas eu, tu sais, c'est un baume sur le cœur de ces gens-là, là, je veux dire, ça enlèvera rien de ce qui s'est passé, de l'atrocité, de tout ça, comment ça s'est passé, mais ces gens-là, ça fait partie de leur processus de deuil, d'être capable de pouvoir boucler la boucle. Et l'avocat, c'est ce qu'il dit. Les familles des victimes se sont senties comme ça. Lui, il l'a vu comme ça. Nous, on l'a vu comme ça. Je veux dire, pas des extraterrestres à quelque part, là. Je Mm. trouve ça décevant puis insultant de la part d'un groupe de victimes de sortir sur la place publique puis d'aller, en fait, pousser en dessous des roues d'autobus d'autres victimes. Mm. C'est quoi? Ben, l'avocat. On écrase pour mieux se... Je le sais Mm. pas, là. Je sais pas c'est Parce quoi. que c'est pour pousser leur agenda politique et justement, je reviens parce que il y a une des choses qu'ils ont mentionné, je l'avais mentionné tantôt, ils ont parlé qu'il y avait une des armes à feu qui avait été donnée par legs à une personne. Et on s'entend que le leg, c'est pas un droit qui est fédéral, c'est un droit qui est au niveau provincial. C'est pas un droit criminel. Je ne suis pas expert, je ne suis pas un avocat là-dedans, mais j'en sais assez pour savoir que c'est pas quelque chose qui est géré par le fédéral. Euh, Techniquement, cette personne-là qui a reçu le tueur de porte-à-pied qu'on s'entend, là, qui a reçu cette arme en leg, n'aurait jamais dû avoir cette arme-là dans les mains parce que l'exécuteur ou le légataire, là, je pense que c'est le terme récent de ce leg-là, aurait dû avoir une certaine responsabilité face à ce transfert d'armes à feu là, qui s'est produit. Là, c'est sûr que là, c'est comme je dis, les lois de la Nouvelle-Écosse, les lois du Québec, c'est pas la même chose, donc je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais il y a quand même un processus ici qui manque. Eux autres, ils ont blâmé ça tout de suite sur le fait qu'il n'y avait plus de registre d'armes longues, le registre que le gouvernement conservateur a enlevé. La réalité, c'est que ça n'aurait pas d'incidence, parce que c'est pas que la police ne savait pas, c'est que la personne qui faisait le transfert, le leg, si on veut, de son ami qui est décédé, qui lui a laissé une carabine, ben normalement, cette personne-là n'aurait jamais dû avoir cette carabine dans sa possession. Donc, il y a peut-être un autre niveau d'application, et là, comme je dis, j'en connais pas assez sur le cas, je connais pas assez sur les lois de la Nouvelle-Écosse, mais il y a clairement un manquement quelque part, mais de tout de suite blâmer ça sur le fait qu'il n'y a plus de registre d'armes longues, c'est réductif, un petit peu comme Mais je vais me argument, faire et c'est juste l'avocat pour du pousser diable dans... Je vais me faire l'avocat leur du propre diable dans, position, si on veut. dans cette histoire-là, ça dit, parce que, tu sais, Wortman, là, dans le fond, là, le fou, on ne sait pas de quelle façon il a peut-être persuadé son ami d'acquérir cette arme-là. Est-ce que, tu sais, je veux dire, on n'est pas, tu sais, il a manipulé sa femme, il a attaqué sa femme, tu sais, il y a un historique, là, ce monsieur-là, de Oui. manipulation et de Mais je veux procédures mentionner, douteuses. il l'a eu, c'est pas qu'il a manipulé son ami pour lui acheter, c'est que son ami est décédé. Donc, il y a quelqu'un dans ses connaissances qui est décédé et la personne qui était une connaissance de Wortman lui a légué cette arme à feu-là. Wow. C'est pas un straw purchase, là, excusez-moi Oh, le ouais. terme français, là, c'est pas quelqu'un qui a acheté une arme à feu puis lui a donné. Okay? C'est vraiment quelqu'un qui avait une arme à feu en sa possession légale et par le biais d'un décès, lui a légué une arme. Mm. Donc, Un ce qui aurait vide-grenier, là. J'ai trouvé ça dans le coin, là. Tiens, ah, toi, tu connais ça, tiens, mon ami. Puis un peu Voilà, à la redneck, là. Sans probablement que la personne qui a légué ça aurait jamais pensé que, là, je veux dire. exactement. Puis ça, c'est peut-être justement le point important. Encore une fois, on parle souvent d'éducation dans tout ce qui est les lois avec les armes à feu. Avant de commencer à changer des lois ou dire qu'on a besoin de lois additionnelles, peut-être justement appliquer les lois qui sont déjà présentes, s'assurer qu'elles sont suivies avant de commencer à faire quelque chose. Et de toute façon, si Ben, cette qu'elle soit connue. personne-là
Tu sais, Si c'est cette bien personne-là avait une de... arme à feu, la première chose que la GRC aurait dû faire, ou le corps policier dans le coin aurait dû faire, c'est hey, cette personne avait des armes à feu, c'est qui va les avoir? Donc, normalement, pas besoin de les avoir enregistrés, ça devrait juste être une question de, tu sais, cette personne-là, on sait qu'elle a un permis. Là, si elle les avait de manière illégale, ça, c'est un autre problème. Là. Mais si elle avait un permis, la première réaction de la police, ça devrait être, mais cette personne-là est décédée, on vient de recevoir un avis de décès. Tu sais, sont rendus où ces armes? C'est qui les a? Ah, ils ont été légués à telle personne. Attends, tu les as donnés à cette personne-là, là, tu as un permis? Oui, non, tu comprends? Ça devrait être un mécanisme automatique, autant qu'on est vérifié, puis que si on commence à faire du grabuge, à cause qu'on a des permis d'armes à feu restreintes, bien, si on commence à faire du grabuge, automatiquement, la police débarque à nos domiciles pour venir nous enlever nos armes à feu. Bien, ça devrait être la même chose avec un décès. Une personne qui décède, qui a un permis d'armes à feu, bien, la police devrait au moins lever le flag et dire qu'est-ce qui se passe avec les armes dans la succession. Donc, petite parenthèse, mais quand même, peut-être un point important. Là. Effectivement. Donc, si on a fini avec ce sujet-là, on va passer au prochain. C'est pas au Québec, mais on l'a mentionné pour l'Alberta, donc on va le faire pour la Saskatchewan. Ils ont voté unanimement, comme on a pu voir dans la vidéo un petit peu plus tôt, pour passer à la deuxième lecture de l'application de la loi 117. Donc 53 à 0, là, c'est unanime, là, ils ont passé ça vraiment rapidement. Ils appellent ça le Saskatchewan Firearms Act. C'est littéralement ce que l'Alberta a voulu faire, ou ce qu'ils disent qu'ils vont faire justement pour protéger les propriétaires d'armes à feu contre la saisie de leurs armes à feu avec le décret de mai 2020. Je vais avoir quelques petits screenshots que je vais vous mettre à l'écran. On ne va pas en parler trop longtemps parce que, comme je dis, c'est pas au Québec. Ça serait le fun d'avoir quelque chose comme ça au Québec. Donc, si on veut mettre de la Bonne chance. pression sur la CAQ, on peut s'essayer. Hein? On peut tous écrire une petite lettre à Papa Legault, comme on dit, puis voir ce qu'il va dire. Mais je pense que ça va probablement rester mort. Mais en gros, le but de cette loi-là, c'est de protéger la sécurité publique ainsi que les propriétaires légaux d'armes à feu de la Saskatchewan contre l'augmentation du risque de saisie, de stockage et de destruction ou de désactivation de leurs armes. Même principe que l'Alberta, ils vont créer des agents de saisie. Et là, ils décrivent eux autres là, que juste parce que tu es un policier ou que tu es un agent nommé par le fédéral, que ce soit la GRC ou autre chose, tu n'es pas un agent de saisie, ça va te prendre un permis, ça va prendre qui va être émis justement par la Saskatchewan. Il y a plein de conditions autour de tout ça. C'est vraiment, là, il n'y a rien d'automatique là-dedans. Il faut que tu fasses la demande pour être un permis. Ça nécessite que tous les agents de saisie aient des permis d'armes à feu pour pouvoir transporter et utiliser ces armes à feu-là. Donc, ils n'auront pas le choix d'aller chercher justement leur PAL ou leur AirPAL, dépendant de leur PPA ou leur PPA restreint, excusez-moi, pour pouvoir faire le travail. Il y a plusieurs conditions sur le stockage, le transport. Il y a des choses, c'est vraiment intense. Là. On voit que dans la loi qu'ils ont créée, ils ont mis tellement de conditions autour pour que ça soit quasiment impossible ou tu sais, que ça soit tellement difficile pour une compagnie de dire hey, je vais me lancer dans ce business-là, que c'est tellement des mots de tête que Comme vraiment... le formulaire A38 là, d'Astérix, la tour des fous. Là. Genre, fait que bonne allusion. Fait que ça va être exactement comme ça. Écoute, par exemple, les gens qui font des saisies ne pourront pas avoir plus que 3 armes dans leur véhicule. Ils ne peuvent pas laisser le véhicule sans occupation pendant plus que 30 minutes. Il ne faut pas que ça soit... faut pas que l'emplacement où est-ce qu'ils vont stocker soit plus que 30 minutes, excuse-moi, plus que 1 kilomètre de tout. Là, on ne parle pas juste des écoles, mais on parle d'une église, des lieux publics, des résidences. Il faut que ce soit un building blindé, que personne ne peut rentrer dedans, qui est protégé par système d'alarme, qui a toujours quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Écoutez, là, la liste est longue, est vraiment complexe. Je pense qu'ils ont fait vraiment exprès pour essayer de dire, ben, si toi, tu es une compagnie et que tu veux faire ça, tu peux pas faire ça n'importe où, n'importe comment, puis on va faire en sorte que ta vie va être tellement difficile pour ta business que ça vaudra probablement même pas la peine avec l'argent que le fédéral va te donner. Est-ce qu'on peut leur en vouloir de servir la même soupe au gouvernement fédéral que ce que le gouvernement fédéral est en train de nous servir? Donc, c'est-à-dire établir une loi qui va être tellement restrictive puis tellement ridicule sur tous les points qui vont nous empêcher complètement de bouger. Fait qu'un peu, la Saskatchewan, c'est ce qu'elle fait. Elle est en train d'essayer d'empêcher le gouvernement de bouger dans sa province, alors que le gouvernement place des choses
qui met en place des choses qui sont complètement ridicules et qui n'auront aucune incidence sur la sécurité du public, mais aucune. Mm. On le voit très bien là, aujourd'hui, l'organisation Centaure au Québec a fait une saisie d'armes illégales à Saint-Alban. Ce matin, il y avait une intervention là, policière, puis ils ont fait une saisie là, des ghost guns, là, communément appelés. Donc, tu sais, quand on va fouiller, quand on va gratter ou qu'on donne des coups de pied dans les bons nids de guêpes, bon, on a des résultats. On le voit très bien justement avec nos organisations ici au Je te Québec. pose, euh, je te pose la question, cette saisie d'armes-là. J'en ai vu une à Toronto. Est-ce que c'est la même saisie ou est-ce que ça, c'est une saisie différente? C'est des saisies qui sont différentes, mais ce OK. sont C'est des parfait. enquêtes qui sont Mené en liées. parallèle, sûrement. Exactement. Donc, c'est ça que Centaure a réussi à avoir l'efficacité qu'elle a, c'est d'avoir des partenaires pan-canadiens, notamment en Ontario, Toronto et ainsi de suite, là. C'est Donc, pas juste ça, mais c'est aussi en collaboration avec les États-Unis, là, donc aussi, tout ce le qui est ATF des États-Unis, non? voyons, les borders, excusez, les frontières. Donc, tout ce qui est frontalier aussi, là, ils ont de plus en plus de saisies d'armes. Malheureusement, on constate encore que depuis, si on compare les chiffres de cette année à l'année passée, là, on a déjà dépassé largement la- les saisies d'armes là, aux mains des criminels. Donc, encore une fois, depuis, ben là, on a eu un petit épisode d'accalmie avec le verglas qu'on a eu. Là, ça a été tranquille, ça leur a eu ça de bon, hein? Mm. C'est plate pour ceux qui ont manqué d'électricité, là, malheureusement, puis que ça a engendré d'autres problématiques. Mais pendant ce temps, il y avait tellement de pompiers et de policiers qui se promenaient dans la rue qu'au moins ça ne jouait pas au cow-boy. Mais depuis les 3 derniers jours, il n'y a pas une soirée où est-ce qu'il n'y a pas eu une ou deux fusillades à Montréal. Mm. Un jeune de 19 ans grièvement blessé cette nuit, Mais il d'ailleurs. me semblait que ça allait tout régler ça, là, c'est 21, puis Ben moi, je comprends pas. d'intégrer le Les comptage armes du sont transport. supposées être gelées. Les armes de poing sont supposées être gelées. Les armes de style militaire, assault style, weapon, machin, truc, appelez-les comme vous voulez. C'est pas supposé de bouger. Mm. Moi, je sais pas pour vous autres, les gars, j'en ai une couple à la maison, là, puis je leur passe C'est de ta dur faute, pour qu'ils Sophie. sortent de la nuit tout seuls, puis qu'ils aillent se promener. Bon, c'est ça, c'est toute ma faute, ça charge tout seul, puis bon. Mm. Mais J'ai même essayé de laisser la porte débarrée, puis ça change rien. ça change Ah. rien? Non, ouais, faut que tu Oh, fasses ils veulent attention pas pas qu'il sortir. rentre quelqu'un pour aller chercher. Ah, c'est ça ton truc à toi, Luc. Dans le fond, tu laisses tes Ouais, portes débarrées. Il y a des armes à feu qui rentrent chez vous, puis là, tu les mets dans ton coffre, puis tu les c'est ça. emballes Et là-dedans. voilà. C'est comme Ouais, ça que tu te Hey, ramasses c'est avec de une la prise avec ton arme à feu. séquestration, c'est de la ouais. séquestration assault style weapon, ça, c'est vraiment, Mm. ouais. C'est ça le truc. Ouais, J'espère personne que ne vous l'essaye. comprendrez que c'est du sarcasme, hein, tout le monde. Hein? Écoute, Ça de hein? même. Fait que, bon, écoute, comme je disais, c'est à la Saskatchewan, c'est pas au Québec. C'est certain qu'on peut en rêver, mais c'est certain que si on veut que ça soit un enjeu politique, ben peut-être justement qu'il faut écrire des lettres, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut envoyer un petit message au gouvernement du Québec. Et puis, tu sais, on se le cachera pas, le Québec aime bien tenir la tête un petit peu au fédéral. Je trouve ça juste très drôle que c'est l'Ouest canadien qui tient tête au gouvernement fédéral Ouais. sur ces enjeux-là. Puis je te dirais de manière, encore une fois, je ne suis pas expert, je ne suis pas un avocat, mais selon moi, ça a l'air d'être justement dans leur juridiction provinciale de faire ce type de réglementation-là. Donc, ils ne viennent pas jouer dans les plates-bandes du fédéral en parlant d'armes à feu ou de criminels. Ils font juste mettre une réglementation en place qui empêche justement le fédéral de venir jouer au provincial. Donc, Ils ont peut-être pris, que, ils ont pris la cause par la bouche du canon. Et voilà. littéralement, Et voilà. Que, donc, espérons que, bon, espérons. On peut bien espérer on, que le Québec on fasse rêve quelque peut-être en chose en couleur. soi. On rêve peut-être en couleur, mais tu sais, ça coûte rien de rêver. Exactement. Sinon, ben, aux gens de la Saskatchewan, les Franco de la Saskatchewan puis de l'Alberta, ça se pourrait que vous ayez des gens du Québec ou d'autres provinces qui veulent être adoptés
et donc moi la première, là. Moi, s'il y a quelqu'un qui veut m'adopter en Alberta, Saskatchewan, je Mais viens, là, je viens avec mes armes, par exemple. ouais. Mais là, je dis ça comme ça. Je pense que ça fait une bonne transition dans notre dernière nouvelle de la semaine, qui n'est pas notre sujet principal, mais que je pense qu'on va peut-être vouloir jaser un petit peu plus en profondeur. C'est justement on le dit depuis quelques épisodes là, que ça fait en avril, ça va être les 8 dernières journées d'audience de la CCFR, justement à la Cour fédérale, contre le décret de mai 2020, où est-ce qu'il y avait plus de. Ben maintenant, on est rendu, je pense, qu'à 2000 modèles d'armes à feu, sans compter les variantes, tout Je ça. Là. sais Donc, pas, ils en 2000 rajoutent tout le modèles, temps. exactement. Donc, 2000 modèles d'armes à feu qui avaient été bannis en mai 2020. La CCFR, on se demande, tu sais, les gens posent toujours la question, pourquoi est-ce qu'on devrait joindre une organisation qui protège les droits pour les armes à feu? Ça me donne quoi dans la vie? Ben, ça donne ça. Ça donne qu'une organisation comme la CCFR, qui est la seule présentement qui a une cause active, si je ne me trompe pas, là, en cours, pour justement les défendre les propriétaires d'armes à feu, de pouvoir continuer à utiliser leur possession qu'ils ont acheté de manière légale. Bien, là, 8 journées de représentation, c'est les dernières 8 journées. Ils ont commencé ça le 11, si je ne m'abuse, et là, ça va Ouais. continuer toute cette semaine, la semaine prochaine. Et justement, c'est des délibérations. Donc là, ils font des représentations, ils disent justement, les avocats passent à tour de rôle, ils font une revue des différents arguments, des différents affidavits qui ont été récoltés, des différents. Donc, ils font comme un genre d'espèce de résumé. Là. D'après, j'ai écouté un petit peu, là, je travaille moi aussi, comme tu disais tantôt, Sophie, du jour, fait qu'on peut pas tout le temps écouter à 100%. Non. Mais en gros, c'est ça. Ils résument les arguments pour le juge, présentent les arguments, le juge pose des questions, demande est-ce que c'est ça l'argument que tu fais ou c'est ça l'argument que tu fais. Et puis là, la personne doit s'expliquer, l'avocat doit s'expliquer sur le pourquoi du comment et en connaissance de cause. Donc, premièrement, vous pouvez vous inscrire. Je vais mettre le lien en bas si jamais vous voulez voir ces délibérations-là. Vous pouvez le faire, c'est gratuit. Je vais mettre le lien en bas, vous pouvez vous enregistrer. Petite note, il ne faut pas enregistrer. Il ne faut pas reproduire, il ne faut pas rediffuser. Hein? Non. Puis là, c'est Toute vous qui êtes. photo, imprime écran, transcription, quoi que ce soit, c'est complètement interdit. Donc, Exactement. faire bien attention. On peut s'en parler, on peut commenter, donner notre opinion, c'est pas un problème. Vous pouvez suivre aussi Tracy Wilson sur Oui. Twitter, qui est vraiment une machine incroyable, là. Écoute, c'est clair qu'elle Elle a nous fait, avoir elle des nous fait un play-by-play. muscles. Avoir des muscles de pouce, cette femme-là, c'est incroyable. Mais oui, elle texte, là, je vous dirais, aux 2 minutes sur Twitter, puis le fil descend vraiment, là. Elle met vraiment. Puis moi, je me sers des petits cœurs qui servent à dire que je l'ai lu, puis qui encourage Tracy, qui fait pas ça pour, tu sais, qui fait ça pour nous, en fait, là. Puis ça me sert de signet parce que du contenu, il y en a beaucoup. L'avantage sur Twitter, quand votre Twitter il est configuré en français, quand votre page Twitter est en français, si vous cliquez sur le commentaire, vous allez voir, c'est marqué traduire en dessous, en bleu. On clique sur traduire, puis automatiquement, c'est un Google Translate. Donc, c'est sûr qu'il y a certains mots, des fois, il faut jouer à devinette ou que ça fait pas de sens dans la phrase, mais ça donne quand même, si on veut suivre puis qu'on n'est pas anglophone puis on comprend pas, on peut quand même très bien suivre sur le fil Twitter de Tracy. D'ailleurs, on pourra mettre aussi le lien là, dans les commentaires là, Oui. à la Dans la fin. description, je vais mettre le lien autant pour le Exact. lien Zoom si jamais vous voulez vous inscrire, ainsi que le lien pour le fil Twitter de Tracy Wilson Ouais. pour justement pouvoir suivre ses tweets là, si vous n'êtes pas en position de faire un suivi directement. Et si je ne m'abuse, je pense, tu me parlais, Sophie, qu'elle faisait aussi un compte-rendu hein, de ces choses-là. Oui, ben en fait, là, elle fait le compte-rendu minute en minute. Demain soir, sur Twitter, dans le fond, ben, je dis ça demain soir, mais les gens n'auraient pas le temps d'écouter notre podcast. Fait que suivez Tracy sur Twitter ou sur Facebook. Elle va mettre les liens lorsqu'elle va faire des lives, si on peut dire ça comme ça. Vraiment, le wrap-up est tout là de la journée, day by day. Donc, on a la journée 1, la journée 2. Demain, on va s'attendre à la journée 3. Donc, moi, c'est sur Comme mon je heure de dis, dîner, puis à 5 heures, là, lorsque je termine de travailler, là, que je vais faire la nomenclature de tout ça. Pour l'instant, c'est pas mal, comme tu disais, ça a dit de la délibération. Donc, euh,
discussion entre les parties et l'avocat. Ils vont ramener aussi là, certaines choses qui ont été dans je vais dire cross-examination en anglais, en français, là, Hmm. l'examination croisée. Là, je suis désolée, je sais pas comment le dire. Je sais pas si c'est ça en français non plus, mais Mais c'est ça ça, tu fait sais, mal. ils ramènent des choses qui ont été discutées aussi là, de par le passé, puis qu'on peut retrouver sur la page du CCFR aussi, là, d'ailleurs, là, tout ça va Page se Facebook, hein? retrouver. Sur la page professionnelle, là, la CCFR.ca, là, dans le fond, là. Vous Ben, je allez pense qu'ils ont pas trouver. encore. J'ai pas rien vu pour le Pas pour moment. aujourd'hui, non, mais je parle pour Non, ce c'est qui ça. s'est OK. fait précédemment, parce qu'ils ramènent ça actuellement. Oui, Donc, oui, des oui, je fois, comprends. on comprend pas, ils vont parler de Docs for Gun Control, pourtant, ils sont pas là, mais tu sais, ils en parlent parce Ouais. que Tous les documents qui sont présentés à la Cour sont disponibles sur le site de la CCFR. Fait que c'est peut-être ça que exact. tu voulais dire. OK, Oui, bon, c'est c'est ça. ça, Donc, tous les exactement. documents sont présents. Et dans le fond, puis comme je disais tantôt, c'est ça, là, c'est qu'eux autres, là, les avocats, parlent avec le juge et dans le fond, ils donnent. Ils ont fait leur analyse, ils ont amené ils amènent ils ont des arguments pour dire ça c'est contre la loi ou pas que c'est contre la loi ou ça devrait être enlevé, ce décret-là, à cause de tel raisonnement. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent leur raisonnement devant le juge en utilisant justement ces documents-là qui ont été présentés, De la les entrevues. jurisprudence, des Exactement. chartes, en fait, des articles de charte des droits et libertés, euh, des communes mesures, là, tu sais, dans le fond, ce qui essaie ce que la juge, ce qu'il me semble que la juge cherche vraiment à démystifier, c'est quoi le raisonnable puis le acceptable, dans le fond. Est-ce que c'est raisonnable de penser ça? Est-ce que c'est acceptable? Donc, il y a des choses qui semblent être dans la loi pour elle quelque chose de raisonnable, mais d'un autre côté, qui ne semble pas acceptable. Donc, c'est là-dessus que le débat se passe là, depuis 2 jours. Si, par exemple, je donne un exemple concret dans la discussion qu'il y a eu aujourd'hui, et là, par aujourd'hui, je veux dire le mercredi, le 12 avril, juste pour qu'on soit précis. Donc, dans la délibération qu'il y avait, ou dans les discussions qu'il y avait aujourd'hui, il y a eu une section qui parlait beaucoup des variants. Et l'argument, si on veut, de l'avocat, c'était que justement le terme variant est très large et très générique, n'est pas précis, justement que ça cause un problème à ce niveau-là et que la définition de variant, euh, dans le fond, met en doute la validité de la loi. Et là, justement, comme tu disais tantôt, il y a une jurisprudence sur ça. Il y a d'autres causes, pas reliées avec les armes à feu, mais où est-ce que des termes trop génériques, trop larges, causaient un problème parce que justement, ça causait un impact soit sur la capacité des individus à savoir s'ils faisaient quelque chose de légal Exact, ou non, ou exact. encore, justement, laisser trop de largesse aux forces policières d'appliquer la loi de manière incohérente ou de manière différente selon Excessive leur ou exactement, selon Exactement. leur interprétation. Et bien souvent, leur interprétation, ben, ils en ont pas parce qu'ils connaissent pas ça. Même Mm. chose comme moi qui est néophyte, tu sais, on va parler de nettoyage tout à l'heure, puis d'entretien. Moi, je donne ça à contrat. Donc, tu sais, j'aime tirer, mais tu sais, je suis quand même nouvelle dans la matière. Je Moi, j'achète une arme pour son efficacité, pour son ergonomie, pour ça fait tout avec moi, son calibre, la disponibilité des munitions et ainsi de suite. Pas pour le J look? Non? Ben, OK, non, ils ont l'air des bannir pour le look, fait que je me disais des fois, c'est peut-être pour ça qu'ils les ben, achètent. non, ben, Parce que je vais dire oui et non, parce que le look, si je veux dire, je trouve un arme avec une crosse de bois aussi belle qu'une crosse synthétique, mais tu sais, rendu là, c'était ce que je voulais dire, c'est que moi, je vais pas aller demander à l'armurier ou à mon vendeur d'armes, est-ce que la bouche du canon mesure tant avec ou sans choke? mhm. Est-ce qu'elle développe plus de tant de joules? Est-ce que mais non, moi, je m'en vais chez Saint, je vais avoir un 12 pour aller au canard ou peu importe. Ben, vends-moi un 12 pour aller au canard qui fit Ça, avec mon gabarit, là. ouais. Justement, ça, c'était un des arguments aussi qui a été discuté un petit peu aujourd'hui, le nombre de joules, le diamètre du canon, etc. Et c'est quoi justement les attentes? Et justement, le juge qui, elle, on
on la comprend, n'est pas, justement, Elle l'a plus dit. néophyte que toi. Elle Là, l'a dit qu'elle connaissait rien là-dedans, là, c'est effectivement. ça. Là. Donc, si une personne, tu sais, c'est pas tout le monde, comme tu disais, Sophie, c'est pas tout le monde qui, surtout pas les propriétaires d'armes à feu, oui, il y en a beaucoup qui sont, je dirais pas experts, mais qui sont, c'est Ah oui, 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 ben leur hobby oui. principal, puis vont s'impliquer beaucoup là-dedans, mais il y en a pour qui, ben, comme tu dis, Sophie, je vais aller m'acheter un 12, ben là, ils vont pas commencer à questionner le vendeur chez Sale ou tout autre magasin à savoir, ben, ce canon-là, il est-tu 19,98 mm ou il est 20,01 mm? Et là, c'est Non, là que, tu ça sais, va non, devenir non. complètement insensé. Puis tu sais, dans le fond, ils ont établi des choses, ils ont mis une liste en place. Puis là, on voit clairement, lors des arguments des différents avocats qui sont passés aujourd'hui, là, je pense qu'il y en a eu 2 ou 3, là, mais tu vois clairement qu'il n'y a eu aucune recherche sur, sur quoi on se base pour bannir cette arme-là. Tu sais, parce qu'elle a déjà servi sur le champ de bataille, parce qu'elle a une crosse noire, parce qu'elle a un muzzle brake, un frein de bouche, parce que... Sur quoi on se base? Et ce que j'ai bien aimé aussi, qui s'est passé dans la première journée, c'est si ces armes-là ne sont pas raisonnables pour le civil, les civils, pourquoi est-ce qu'alors on pourrait aller donner des exemptions aux Autochtones, par exemple? Parce que ça a été abordé. Et loin de moi l'idée de me mêler de, tu sais, la loi sur les Autochtones et tout ça, là, je veux pas, tu sais, je rentre pas là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait que c'est plus raisonnable pour toi d'avoir quelque chose que pour moi, alors qu'on est toutes les deux censés être sur le même point d'égalité au niveau de nos connaissances? La réalité, c'est que, dans le fond, il n'y en a pas. C'est ça la réalité, c'est que Ouais, mais imagine-toi l'arme donc à qu'on est feu, obligé d'aller en cours pour dire qu'il n'y en a ouais, mais pas. la réalité, c'est que dans le fond, quand on utilise une arme à feu pour la chasse, et je comprends que c'est peut-être pas tout le monde qui écoute le podcast qui est chasseur, c'est pas tout le monde qui est tireur sportif, il y a des chasseurs qui font juste de la chasse. Hein. Moi, je l'ai déjà dit dans le passé, je suis chasseur pendant 3 semaines, 4 semaines pendant mon année, le restant du temps, je suis un tireur sportif. Donc, les armes que j'utilise pour le tir sportif et pour la chasse ne sont pas les mêmes parce que, par définition, tu veux faire une chasse éthique, tu veux faire une chasse qui va fonctionner correctement, tu veux que ton animal, tu ne veux pas juste le blesser inutilement, tu veux qu'il Exact. meure de manière le plus éthique possible, qu'il soit peut-être aussi un petit peu plus facile pour toi à aller chercher que de passer 3-4 heures à le suivre, puis les traces de sang, tout ça aussi. Donc, il y a une façon de chasser, évidemment, puis il y a des calibres qui sont acceptables pour certains types de chasse qui ne le sont pas pour d'autres. Tu ne vas pas chasser le petit gibier à 30,06 puis tu ne vas pas Chasser le chasser wapiti l'orignal avec une orignal. 22. Tu sais. Ben non, c'est ça, Ah, il y a des exactement. Donc, députés les libérales qui supposément ont déjà été à la chasse à l'ours avec une 22, mais on reviendra pas là-dessus. Ouh, OK. Non. Oui, oui, je te sortirai ça. Ça serait peut-être quelque chose qu'on pourrait mettre. Oui, c'est aussi la réponse. Les gens demandent tout le temps aussi pourquoi tu as besoin de tant d'armes à feu que ça. Ben, justement, si tu es un chasseur ou un tireur sportif, l'arme à feu, selon l'application, selon le type de exact. compétition que tu fais, tu vas pas faire une compétition d'IPSC avec une 30-06, tu vas pas faire du long range avec un pistolet, puis tu vas pas faire du pigeon d'argile, justement, avec un AR-15. Hein? On utilise l'arme qui est associée avec Exact. l'activité qu'on veut faire. Donc, pourquoi est-ce que Exactement. j'en ai besoin d'autant? Ben, en voilà une réponse, dépendant des activités de chasse ou de tir sportif que vous faites. Et Exact. là, je ne parle même pas de la collection. Là, si on veut collectionner Exact. des armes, qui est une activité permise par la loi, ça, c'est une autre raison d'avoir plusieurs armes. Donc, en gros, là, les 2 jours de cours qu'on a eu au CCFR, vraiment, belle écoute de la part de Mme King, la juge Mme King. Des échanges d'arguments vraiment sensés. C'est sûr que pour nous, ça l'est énormément sensé. Fait que ça va être à suivre pour les prochains jours. On va continuer là, de de suivre ça. suivre ça, puis de vous donner là, les informations. Là, au fur et à mesure où que ça va avancer, ça risque d'être de plus en plus intéressant aussi. Mm. Parce que j'imagine que Madame la juge, quand elle revient chez eux le soir, là, son petit hamster il se fait aller. Fait qu'elle va peut-être revenir avec des questions. Mais elle Mm. aussi, là, elle doit avoir un hamster, là. Je veux dire, c'est pas parce que t'es juge que t'as pas un hamster, là. Fait que, c'est ça. Fait que peut-être que, tu sais, mais qu'elle arrive chez eux, là, elle va avoir
Mais je vais faire du surf sur ce que notre ami Guy Morin a dit hier dans son live surprise, là. Je trouve que ça sent bon. Je trouve que pour l'instant, c'est positif puis que ça augure bien. Puis je pense qu'on a besoin aussi un peu de ça, tu sais, pour se rallier encore plus. Fait que, tu sais, c'est ça. Mm. Ça sert à quelque chose. On se fait entendre pour une Ça, fois. ça fait longtemps qu'on dit que ça sent bon, du moins la poursuite. On savait que ça allait prendre du temps. Même après les 8 jours, ça va pas être fini. Là. C'est pas dans 2 semaines, là, c'est pas OK, merci, on a toutes nos armes et on peut aller Not tirer. guilty, non? Non, Non. c'est pas de même, ça marche. On va avoir une certaine période encore après qu'il va falloir attendre justement que le juge fasse son analyse de la preuve qui a été discutée. Donc, on va avoir un petit délai quand même, mais comme tu l'as dit, Sophie, il y a quand même plusieurs points, plusieurs informations, plusieurs événements qui sont survenus au courant de toute cette saga-là, Ouais. qui laissent potentiellement à croire, et là, je dis pas juste ça parce que je veux faire une bonne nouvelle pour une fois, mais tu sais, le ton est un petit peu différent. Je Ouais. trouve que de la discussion qu'on a d'habitude, on voit qu'ici, on est plus dans les arguments, on est plus dans la logique, on est plus dans les faits, et on est moins dans L'émotion. l'émotionnel, exactement. Exactement, Fait que, exactement. Fait que peut-être que, tu sais, écoutez, on va espérer que tout ça là, va porter ses fruits puis qui va nous permettre de pouvoir continuer de sniffer du G96. ben, si on pourra continuer à le faire pareil, c'est juste qu'il n'y aura pas la senteur de poudre avec. En parlant de G96, tu sais, voyez-vous, j'essayais d'amener ça Oui, vers le nettoyage. C'est je le vois ce que seul tu essaies de produit faire. que je connais. Je confesse. Ça, puis la Mais, petite huile, là, la petite graisse, là, c'est ça. C'est la seule ben, affaire que je connais. juste comme tu as dit, Sophie, c'est un bon segue, comme on dit en anglais, pour aller dans notre sujet principal. Et je le dis tout de suite, ça fait déjà 47 minutes, ça a passé vite. On a passé quand même beaucoup de temps sur les audiences en cours, puis on le savait. C'est pour ça qu'on a choisi un sujet peut-être un petit peu moins compliqué, un petit peu moins émotif, un petit peu moins euh, ben, remarque, je dis moins qu'il va faire moins de controverses, mais on s'entend, là, dépendant à qui qu'on parle, là, des fois, le nettoyage, ça peut être très controversé. Mais on ne va pas s'attarder sur faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, tel produit, c'est le meilleur, puis on n'est pas là pour faire une commandite ou Non, pour en passant, prescrire le la façon. Là. G96, là, je l'ai plugué juste pour son odeur. Je ne sais pas si c'est efficace, mais ça sent bon. OK? C'est Moi, juste c'est ce ça, que je peux j'utilise dire. aussi, mais on reviendra là-dessus. Là. Mais moi, c'est ça que j'utilise pour justement donner une petite couche de protection, mais on va revenir là-dessus. Comme je disais, nettoyage et maintenance des armes à feu. Je vais lancer la discussion avec une définition, puis on en discutera de ces définitions-là, puis après ça, on rentrera dans justement dans les particularités. Mais nettoyage, OK? Moi, je vais vous dire ce que moi je définis, puis vous me direz si vous êtes d'accord ou non avec cette définition-là. Nettoyage, c'est d'enlever les résidus, OK, qui pourraient empêcher l'arme de fonctionner correctement. Que ce soit au niveau de l'action, au niveau du canon, mais vraiment, d'enlever tout ce qui est tout ce qui est une matière qui est résiduelle après qu'une cartouche est détonée. Maintenance, je dirais là, ça serait plus au niveau de la vérification de l'arme à feu, s'assurer qu'elle fonctionne correctement, faire une maintenance préventive. Donc, si on voit qu'il y a de l'usure sur certaines pièces, s'assurer qu'on a des pièces à remplacer. S'assurer aussi que lorsqu'on fait de l'entreposage de l'arme à feu, qu'il n'y a pas de résidus ou qu'il n'y a pas quelque chose. Donc, un petit peu au niveau du nettoyage, mais plus au niveau d'empêcher que l'arme à feu, si on veut, rouille ou qu'elle soit endommagée parce qu'il y a certains résidus qui restent sur l'arme après. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition-là en partant, et si oui, ben, on peut continuer dans le reste du débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Luc, vas-y, t'es un spécialiste du nettoyage, puis du reloadage, puis tout ça. Fait. Mm. Faut nettoyer. Ben, la question. Mais je vais poser l'autre question avant. Est-ce qu'il faut faire une maintenance de nos armes à feu? Selon les définitions que j'ai données. C'est sûr qu'une petite maintenance, ça dépend toujours du type d'arme à feu, tout ça. Je dirais que plus que tu vas aller dans des armes de précision, que ta maintenance va être rapprochée. OK? Je te dirais, mettons, t'as un bon vieux 12 à pompe, je te dirais, tu peux passer des années avant de faire
la maintenance, voire même un gros nettoyage complet. À un Mhm. moment donné, tout dépendant du produit que tu as utilisé, ça se peut que tu fasses comme moi. Ma pompe fonctionne mal. Mais c'est parce que les produits que tu as mis ton huile, c'est changé comme quasiment en graisse. Et que là, comme ton mécanisme ne fonctionne plus, parce que ça fait trop longtemps que c'est rendu comme tout pogné ensemble. Euh, Moi, bizarrement, mon père, ça y est arrivé sur un 12, justement comme ça. Il l'avait envoyé chez l'armurier. Fait très, très, très longtemps. Je pense qu'il était comme 15 ans, je pense même pas loin de 20 ans dans le garde-robe. Il ne l'a pas utilisé. Quand il est venu pour utiliser ça, il n'y a plus rien qui bougeait. Mhm. Puis justement, c'est ça, c'est comme l'huile ou peut-être une sorte de graisse que l'armurier dans le temps avait utilisé. C'était rendu une pâte. Puis il a voulu tout démancher l'arme et la faire tremper pour enlever comment dire, comme une colle qu'il y avait dessus. Mhm. Fait que tout dépendant, comme on dit, du type d'arme. Moi, j'ai des armes que à tous les matchs, j'ai pas le choix. On les fait ça et on nettoie. Ouais. Ben, ça allume un bon point parce que tantôt j'ai mentionné entreposage long terme. Puis moi, j'ai acheté des armes à feu purement parce que c'était une arme qui était pas que je voulais utiliser nécessairement, mais par collection, puis parce que c'était une arme je pense qu'elle date de 1900 quelque chose, 1915, 1913, j'ai plus la date exacte. Puis je la trouvais intéressante, elle n'avait pas été modifiée, c'était encore une arme d'origine. Mais quand je regardais à l'intérieur, il y avait beaucoup de rouille, il y avait beaucoup de problèmes à ce niveau-là. L'action fonctionnait encore, mais on voyait qu'elle était rough. J'ai pas tiré avec encore, mais j'ai comme pas eu le choix. Avec la quantité de rouille qu'il y avait dessus, j'ai dit ça prend un nettoyage. Mais normalement, si c'est une arme que j'aurais amenée au champ de tir, dans des conditions contrôlées, que j'aurais tiré des balles avec, j'aurais peut-être pas nécessairement passé du temps à enlever chaque résidu de cuivre ou chaque résidu à l'intérieur du canon pour m'assurer que ça soit clean, puis que le baril soit complètement directement au métal, comme si je ne l'avais jamais tiré. Là. Donc, il y a ça, mais côté entreposage, comme tu l'as dit, il avait mis une arme en entreposage, il ne l'a jamais sorti depuis 20 ans. Quand on parle de maintenance, une des choses que moi je parle de maintenance, c'est justement, puis j'ai fait des allusions à ça quelques fois dans les autres podcasts, une fois par mois, une fois par 2 mois, 3 mois, dépendant de votre situation, où est-ce que les armes sont stockées, le taux d'humidité, etc. Sortir l'arme, rajouter un petit peu de CLP, de G96 ou toute autre graisse de choix que vous préférez ou toute huile qui va justement empêcher l'humidité de venir et de faire de la corrosion, de justement protéger les pièces qui ont peut-être justement eu un petit peu d'usure, métal contre métal, qui fait que le Blue Wing sur l'arme à feu a disparu. Quand on parle de maintenance, c'est de ça que je parle, moi, quand je parle de maintenance. Quand je parle de nettoyage, je parle vraiment, ben là, il n'y a plus une trace de carbone, il n'y a plus une trace de cuivre, nulle part sur l'arme ou le moins possible. Là. Je ne sais pas si tu comprends où est-ce que je veux en venir, là, la différence entre maintenance et Puis, je vais te nettoyage. demander une question. Moi, regarde, choix personnel. OK? J'ai essayé plusieurs types d'huile. OK? Parce que des fois, ça arrive, par exemple, que tu entreposes ton arme, là, comme tu dis, tu fais une maintenance dessus, puis tu la remets dans le coffre. Puis à un moment donné, ben, ça donne que tu t'en sers pas. Un an et demi plus tard, tu ressors, puis ton huile, comme tu dis, est devenue comme plus une pâte. Ceux qui ont, par exemple, moi, j'ai des revolvers, puis tout ça en semi-automatique 22. Puis, quand ton huile est rendue qu'elle se vire en pâte, ben, tu as des malfonctions de ton arme. Parce que Mhm. ça prend vraiment pas grand-chose pour une arme de poing en 22 semi-automatique pour s'enrayer. J'allais dire n'importe quel Moi, 22, pas juste arme de poing, mais n'importe quel 22 semi-automatique, que ce soit une carabine ou non. Mais c'est ouais. exactement. Ça reste quand même que c'est pas toutes les pièces qui doivent être huilées, c'est pas toutes les pièces qui doivent être graissées. Il y a des certaines armes qui aiment ça à sec, on va dire ça comme ça. Moi, je me pose la question, par exemple, ça, souvent c'est une question qui se pose, c'est après combien de coups? Après combien de balles? Ça, je dirais encore une fois, si on revient au côté maintenance, je vais vous donner un petit peu mon principe de maintenance sur, par exemple, une carabine pour faire du tree gun. Okay? Donc, euh, pas sur un shotgun, mais vraiment sur une carabine, que ce soit un calibre 9 mm, 223, peu importe.
je vais toujours faire une inspection. Je vais toujours regarder, y a-tu, tu sais, est-ce que mon gaz bloc est rendu lousse? Est-ce que est-ce qu'il y a certains composants qui montrent des signes d'usure que je devrais peut-être remplacer? Par exemple, le bolt, est-ce qu'il commence à craquer? Est-ce que mon injecteur fonctionne bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pogné en arrière de mon injecteur qui ferait qu'il n'est plus capable d'aller accrocher là, en arrière de la douille pour aller la ressortir? Est-ce que mes springs fonctionnent bien? Ça, c'est la maintenance. Ce n'est pas nécessairement du nettoyage. Je vais peut-être enlever, oui, une certaine quantité de carbone pour m'assurer que, par exemple, s'il y a du carbone pogné en arrière de l'extracteur, que j'enlève cette masse de carbone-là, ou sur les feed ramps, par exemple, sur un pistolet 9 mm, ou sur une carabine en PCC ou en 223, peu importe. Si je vois qu'il y a du carbone sur les feed ramps, je vais enlever le carbone à ces places-là, justement, pour empêcher que, ben, à force de trop tirer, je vais en avoir. Mais de là à aller à enlever tout le carbone de toutes les surfaces, dans le canon, dans l'action, partout, est-ce que c'est nécessaire de faire un nettoyage complet après avoir tiré, je sais pas moi, 100 balles, 200 balles, 300 balles? Je pense pas que ça vaut la peine. Il y a des gens qui vont même aller jusqu'au point de dire que de faire le nettoyage, c'est pire pour l'arme. Je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que justement les produits et les brosses qu'on utilise généralement sont faites justement pour ne pas endommager les armes à feu, ou du moins s'ils sont utilisés de la manière qu'ils sont supposés être utilisés. Là. Mais je pense que, tu sais, on fait souvent la joke, hein, un AK-47, là, tu peux traîner ça dans le bout puis tu peux continuer à tirer ça, ça va fonctionner. Un Glock, tu ne nettoies pas ça. Tu sais, il y a des jokes comme ça qui reviennent souvent, mais c'est parce qu'il y a probablement des gens qui ont fait le test puis qui se sont dit, ben, j'ai pas besoin justement d'aller au point de passer 2-3 heures de nettoyage après avoir passé une session de tir de 1 heure à mon club de tir. Qu'est-ce que tu en penses, Luc, Sophie? Ben, chez nous, c'est niaiseux, mais c'est une activité familiale, nettoyer les armes à feu. Fait que, tu sais, c'est ça, on s'installe, je te dirais, ben, nous, on tire pas vraiment l'hiver. Fait que c'est sûr que quand le club ferme, au rendu au mois d'octobre, quand on a fini puis qu'on sert nos affaires, on sert pas ça sale. Euh, mais peut-être qu'on est. Je te dirais que selon ce que j'entends, là, ben, je suis Madame Blancheville des armes à feu. Parce que moi, je nettoie ça quand je reviens à la maison, à chaque fois que je vais au club de tir. Tu sais, je dis pas que je passe la page, je les fais toutes, là, j'enlève la slide, puis le canon, puis tout ça, là, puis que... Mais, oui, je vais passer peut-être une patch dedans, ou, tu sais, ben, moi, je suis une fille de 22 en passant, hein, fait que du 22, là, c'est un autre monde. Oui, c'est très cochon de la C'est... 22, surtout Oui. dépendant de la munition. Là, on s'entend, je reviens toujours avec ma munition, de la Remington Thunderbolt, là, c'est pas cher. Thunderbolt. Non, ça va. C'est pas cher, mais ça te salit une arme à feu après 2 balles. Là, aussi bien pas la nettoyer si t'es pour la retirer dans pas long. Ça vaut pas la peine, ça vaut pas l'effort. Mais je pense que ça amène peut-être justement le point de l'application qu'on en fait, parce que justement, une arme de chasse, moi, je vais avoir tendance à la nettoyer beaucoup plus en profondeur qu'une arme normale, parce que justement, à la chasse, tu te promènes dans la neige, il y a de la pluie, il y a beaucoup plus d'humidité, elle est plus exposée aux éléments, donc je vais passer probablement plus de temps à mettre une couche additionnelle d'huile dessus. Généralement non plus, comme tu dis, si je vais à la chasse, tu ne vas pas tirer 50 balles. Normalement, tu en tires peut-être une ou deux, dépendant de c'est quoi ton type de chasse. Orignal, tu en tirer une peut-être si tu le pognes et que tu ne manques pas. Peut-être un follow-up shot si tu ne l'as pas pogné à la bonne place. On va dire 1 ou 2 balles pour un orignal. Si tu vas au petit gibier, ben là, tu vois peut-être une perdrix à toutes les heures. Tu reviens chez vous avec C'est ça va dépendre de ton arme de chasse. Mais tu vois, moi, je suis plus du type pas d'huile, pas de graisse sur mon arme de chasse. Quand elle est rangée puis qu'elle n'est pas à la chasse, elle est protégée. Mais avant d'aller à la chasse, je dirais 2 semaines avant, je la sors. Je veux pas que ça sente rien. Puis je veux pas non plus que mon huile se vire, comme Luc disait tantôt, je vais dire en pâte, mais que elle se fige avec les variations de température. Fait que oui, en revenant le soir au chalet, je vais, si j'ai pogné l'eau ou quoi que ce soit, tu sais, oui, je vais passer vite, vite, mais sans plus. Puis mon arme de chasse, elle aime pas ça être propre. C'est niaiseux, hein? Il y a beaucoup Elle de gens aime qui pas disent. ça être propre. Il y a beaucoup de gens qui disent, justement, quand ça vient au niveau de tir de précision, que d'avoir une arme propre,
c'est jamais une bonne chose parce que, tu sais, dans le fond, c'est quand est-ce que tu vas avoir une arme propre quand tu vas faire du tir de précision? Le premier coup. Après ça, dès le premier coup, tu commences à justement rajouter de la cochonnerie. Il y a des gens qui vont aller jusqu'à dire même que il y a des imperfections quand même dans le métal du canon, que d'avoir justement une arme sale vient colmater les petites imperfections microscopiques. Donc, ça va faire un canon qui va avoir une surface plus uniforme. Je ne vais pas débattre sur ce point-là. Je ne fais pas assez de tir Non, long c'est range ça. pour pouvoir dire si c'est le cas ou non, mais ce que j'entends de manière générale, c'est soit que tu nettoies ton arme, puis que tu fais une dizaine ou une vingtaine de coups, comme je disais, ou plus tôt, ou même peut-être plus, pour justement ressalir ton arme avant de commencer à faire du vrai tir long range, ou encore, tu la laisses sale, tu la laisses telle quelle, tu t'assures peut-être de passer juste une petite patch pour faire de la maintenance, comme je disais, là, pour enlever l'excédent, pour rajouter une petite couche d'huile pour s'assurer que ça reste dans ton coffre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, que l'humidité ne vienne pas pogner dedans. Mais une patch avec un petit peu d'huile, 2-3 dry patch pour enlever l'excédent, juste assez pour faire un petit coating, juste pour dire que tu n'es pas directement métal à l'air. Et là, que tu as une petite couche, un petit film protecteur sur de Ça serait, CLP sur ton arme. ça serait intéressant d'avoir peut-être un armurier qui vienne nous jaser de ça, justement. Tu sais, il n'y a pas de, comme on disait tantôt, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de manière prescrite de le faire. Mais tu sais, d'avoir peut-être quelqu'un qui va nous aiguiller dans certaines. Puis peut-être que, tu sais, on va faire comme, ah ouais, moi je faisais ça, puis il fallait pas le faire. Ou, tu sais, comme, moi je fais du tir du 22, précision. Ben, si je change de sorte de balle, c'est clair que faut que je passe une patch dans mon canon. Est-ce que c'est correct? Moi, c'est peut-être psychologique, mon affaire, mais je le fais. Tu sais, je suis pas, je mets pas de l'huile puis je la stick pas. Je fais juste pour dire que j'enlève le surplus que ma balle précédente aurait pu laisser, puis laisser la chance à mon autre sorte de balle de peut-être avoir plus d'efficacité puis de faire sa propre trace de cochonnerie, si on peut dire ça comme ça. Mais, tu sais, il y a plein de choses, le rodage, la même chose. Fait que ça serait peut-être le fun. Moi, j'aimerais bien ça. J'aurais peut-être beaucoup de questions pour un armurier. C'est une très bonne suggestion. Euh, Moi, ce que je dirais, en gros, là, c'est vraiment dépendant de l'application, dépendant de l'action de l'arme, dépendant de l'activité que vous allez faire, puis des conditions météorologiques autour, puis justement de la quantité de temps que cette arme-là va être stockée dans un coffre. Et dans quelles conditions qu'elle va être stockée aussi. Là. Comme on disait tantôt, du 22, c'est cochon. Ça, j'aurais tendance à vouloir penser que juste par le principe que si c'est une arme semi-automatique en 22, le build-up ou l'accumulation, excusez-moi, de particules, de poudre non brûlée ou de carbone résiduel va être exponentielle avec ce genre de cartouche-là. Comparativement, par exemple, avec une 308 ou une 6.5 Creedmoor, que justement, il y a des poudres qui brûlent extrêmement propres. Même chose avec le 223, on peut prendre du 223 CFE, par exemple, pour faire du reload, qui est généralement une poudre qui est reconnue. Je pense que c'est dans le nom, le Copper Foul Eliminator, je pense que c'est ça. Je ne me rappelle pas si c'est ça l'acronyme du CFE. Là. Quelque chose comme ça, là. Quelque chose dans ce genre-là. Fait que c'est fait pour justement réduire les résidus de cuivre qui vont rester après que l'arme est utilisée. Donc, dépendant de l'application, est-ce que c'est une arme semi-automatique ou non? C'est quoi les pièces qui sont propices justement à créer un dysfonctionnement de l'arme selon le type d'action, donc une arme à feu semi-automatique, comme on disait, les feed ramps, les points de friction, le bolt, l'éjecteur ou l'extractor plutôt, ces choses-là, est-ce qu'il y a des pièces peut-être qu'il faut plus vérifier, puis peut-être passer un petit peu plus de temps à nettoyer, s'assurer qu'il n'y a pas justement, comme Luc disait, là, une espèce de graisse qui crée comme une espèce de colle à la place d'être une graisse. Donc ça, je te dirais, ça ferait partie pour moi une maintenance et non pas un nettoyage. Donc ça, oui, je vais passer un petit peu de temps, puis je pense qu'il faut le faire. Une arme de chasse, si je vais à la chasse, même si je n'attire pas, je vais la nettoyer généralement après. Mais encore une fois, dans l'idée, pas parce qu'elle est sale, mais parce que justement, elle a été exposée à la pluie, elle a été contre mon corps plus longtemps, j'ai peut-être sué, j'ai sué, etc. Exactement. Donc, rajouter une petite couche de CLP dessus, encore une fois, pour protéger. Ça m'est déjà arrivé, hein, je dis ça, vous allez rire de moi, mais planter en pleine face une arme déchargée, mais tu sais, le canon, tu sais, comme une belle pelletée de terre dans le bas du canon. Chargement par la bouche, finalement. Ouais, chargement par la bouche. Fait que, c'est déjà arrivé à un moment donné, tu glisses sur une belle patch de glace là, pendant que c'est pas encore 100%
100% gelé. Puis là, juste assez pour que il y ait de la cochonnerie qui rentre dans le canon, mais là, je vais nettoyer plus que faire la maintenance. C'est un vrai Ouais. nettoyage à ce Ouais. moment-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de résidus de terre ou d'humidité qui vont faire rouiller mon canon. Mais sinon, pistolet, ça, j'ai tendance à nettoyer plus en profondeur. Ça, j'ai tendance à faire plus un nettoyage que les carabines. Les carabines, j'ai plus tendance à les laisser se salir et juste peut-être mettre une petite couche protectrice contre les éléments. Pistolet, par exemple, ça, faut que ça rode. J'ai déjà entendu quelqu'un dire justement que le AR-15, tu n'as pas besoin de nettoyer ça, mais il faut que tu huiles ça. Tu ne roules pas ça à sec, tu roules ça de manière humide. Même qu'il disait que si tu en mets trop, ben c'est pas grave parce que quand le bolt va cycler, ben il va tout te pitcher l'huile excédentaire qu'il y a, puis après Tellement ça, agréable. c'est tellement le fun. Fait qu'il va garocher ça. Fait que, tu sais, encore une fois, on revient au même principe. Différentes personnes vont vous donner différentes informations, mais il y a certaines armes qui sont peut-être plus capricieuses, puis justement, il faut peut-être faire plus attention aux particularités de l'arme, puis faire une bonne maintenance sur ça et faire une bonne inspection aussi après avoir été tiré, ou s'il y a quelque chose qu'on a vu pendant qu'on tirait qu'il y a quelque chose de pas normal. Tu sais, là, on va en rire, mais les WK 180, là, les gaz blocs qui deviennent lousses, là, on a vu ça souvent, là, des armes semi-automatiques qui deviennent des bolt action. Là. C'est pas le fun quand tu es dans une compétition. Là. J'en doute pas. Mais s'il y a du monde, en tout cas, si c'est dans nos auditeurs, il y a un armurier ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un voisin qui est armurier, gênez-vous pas si vous voulez faire partie du podcast, ça va nous faire plaisir, là. Puis sérieusement, je pense qu'on pourrait passer facilement l'heure là-dessus, là, puis poser vraiment plein de questions. Bon, Parce oui. que même moi, là, Bon, oui. tu parles, là, puis là, j'ai plein d'affaires, puis là, je me dis, je regarde le temps avancer, genre, on peut pas passer la soirée, là, à discuter de ça, mais j'aurais plein de questions là, qui me viennent en tête, là, justement, par rapport au nettoyage. Donc, on pourra y revenir. Donc, une discussion de haut niveau et de surface, mais est-ce qu'il y aurait. Est-ce que selon la discussion qu'on a eue aujourd'hui, parce que ça fait quand même presque 1 heure et quelques là, qu'on est dans le podcast, je pense qu'on est rendu à un point où on peut faire un petit wrap-up. Mais conclusion sur la discussion, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris, toi, Luc, moi, Sophie, est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti, si on veut, de la discussion que tu voudrais peut-être un point à retenir pour les gens qui nous écoutent? Ben, moi, je dirais, ben, j'aimerais ça mettre en avant là, notre travail. Tu sais, c'est pas c'est un travail de recherche et d'être à l'affût de ce qui se passe aussi là, un petit peu partout. Il faut avoir des yeux partout dans le domaine dans lequel on est, dans le domaine pour lequel on fait le podcast. Fait que, tu sais, je trouve que on est capable d'englober beaucoup de choses, puis on laisse aussi place à développement sur d'autres sujets. Je trouve ça le fun qu'on touche at large pas mal tout ce qui se passe. Je vous cacherai pas que j'ai hâte que ça se calme un peu, que l'été arrive, que le Parlement ferme, puis qu'on ait les 2 mois d'été, puis qu'on n'ait pas de saga ou de loi qui va nous sortir comme ça, puis qu'on puisse vraiment se concentrer sur notre plaisir, c'est-à-dire le tir, la famille, le beau temps, le printemps qui arrive, puis tout ça, avec plein d'événements aussi là, qui vont arriver au cours d'été. Bon, tantôt, Luc parlait là, de l'événement du 10 juin au Pionnier. Il y a le National Range Day au mois de juin, le 3 juin. Il va y avoir d'autres activités aussi là, qui vont s'en venir. Évidemment, il y a le salon ACABC le 7 mai à Saint-Hyacinthe. Donc, il y a plein de choses. Puis ça serait le fun qu'on mette plus l'emphase sur ces choses-là qui sont super positives avec du monde, tu sais, autour qui, c'est ça, qui embarque avec nous, puis qu'on laisse un petit peu là, le gouvernement puis ses niaiseries de côté, puis qu'on puisse vraiment, tu sais, être un peu plus se concentrer sur notre passion, en fait. Excellent. Luc, un petit mot de la fin? Petit mot de la fin, ça va être très, très, très rapide. Là. C'est comme, comme d'habitude, le gouvernement libéral actuel nous remplit de mauvaises informations. Puis, c'est pas une. Je me dis, regarde, c'est pas une façon de faire, mais regarde, on se décourage pas. Ça regarde bien. Puis, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine?
ben on s'en va tirer, on s'en va s'amuser, parce que Oui. ça nous en prend. Ça nous prend de ça. Oui. Mhm. Excellent. Moi, je vais finir avec ça. Je pense qu'on a une semblance de lueur au bout du tunnel là, avec ce qui se passe présentement à la cour, avec la poursuite judiciaire. Est-ce que c'est une lueur de soleil ou est-ce que c'est un train qui s'en vient en face de nous? Le temps va nous le dire. Si tout va dans le sens que ça a l'air d'aller, je pense qu'on va avoir justement un petit peu de gazon vert et des beaux arbres et des oiseaux qui chantent. Et on pourra aller s'amuser un petit peu En avec, camping, ouais, avec Rod qui fait du bacon. avec manger du bacon. Mais surtout, peut-être ressortir certaines armes que plusieurs milliers de personnes au Canada ont dans leur coffre depuis 3 ans. Peut-être aller sortir, et je lance l'idée, là, sortir une belle journée, tout le monde au Canada en même temps. Ouais. Hein, AR-15 Day. exactement, faire une belle journée comme ça, pouvoir aller justement laisser nos AR faire chanter leurs chansons d'accouplement dans les ranges et s'amuser un petit Et peu semer avec. de l'huile. Oui, Mais on fera pas de profilage, par contre. Les AR-15 vont être les bienvenus, mais les AR-10 aussi, là. Ah. oui, oui. Tous les deux sont le bienvenu. Ouais. Ainsi que les CZ, c'était quoi, les VZ, puis toutes les autres armes comme ça qui ont Les été. fameux Deria MK12, il y en a une quantité incroyable qui sont dans les coffres, là. Fait qu'on pourra. Fait que c'est ça mon mot de la fin. Je pense que c'est cet espoir-là que justement on peut se retrouver. On peut se ressortir des choses, sortir de la caverne, comme on dit. Ouais, il faut les aérer, ces petites bêtes-là. Ben oui. Exactement. Leur santé de métal, mental, métal. Ouais, santé de métal. Ouais. Donc, on va finir sur ça. Je vais vous laisser avec 2 petits mots rapidement. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à une organisation pour les armes à feu. Il y en a plusieurs, comme on a déjà mentionné, NFA, CSSA et la CCFR. Si vous avez rien qu'une seule place à vous abonner, on vous laisse le choix, mais évidemment, je pense que On a un petit... on a un petit penchant. Et je pense que les informations qu'on vous procure aujourd'hui, c'est pas parce que les autres font rien, mais c'est parce que c'est vraiment, il y en a une qui en fait plus que les autres. Du moins, selon nous. Donc, et là, on ne parle pas de la langue, on ne parle pas du français ou de l'anglais, on parle vraiment en termes d'action concrète pour les tireurs sportifs, les chasseurs, pour les propriétaires légaux d'armes à feu. Donc, inscrivez-vous si vous n'êtes pas déjà inscrit. Et puis, évidemment, comme je l'ai dit au début, inscrivez-vous, faites un petit like and subscribe sur notre podcast, partagez le podcast sur les réseaux sociaux, montrez ça à votre famille, à vos amis, montrez ça à des gens des clubs de tir. Plus on va avoir de gens, plus ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir peut-être justement aller chercher, comme Sophie mentionnait ou proposait, des invités qui vont peut-être justement pouvoir répondre à certaines questions qu'on se pose, mais que peut-être aussi vous posez et que vous pouvez peut-être nous laisser des petits commentaires. Donc, si jamais vous voulez avoir un petit peu des références, des choses comme ça, tous les liens vont être dans la description. Et puis, sur ce, si on n'a pas d'autre chose, moi, je dis que ça fait un podcast. Super. Parfait. Numéro 1, ça. Excellent. Merci beaucoup. On vous dit bonne soirée. Et allez vous faire cuire du bacon. Regardez la vidéo. Hey, là, c'est vous ça, m'en je m'en parlerez. allais dire. Là. Je vais dire, là, on Ça va être achève-tu, bon. moi, le bacon? Parfait. Bonne la soirée tout le prochaine. monde. Merci beaucoup.